On ne dit pas un parti d'ailleurs, France Insoumise, un mouvement. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur LCI ce matin. Direction Mayotte, si vous voulez bien, où Emmanuel Macron a défendu hier son plan de sécurité dès son arrivée, en plus du plan de développement. Et il s'est réjoui, entre guillemets, des 24 000 reconduites à la frontière depuis janvier, pour lui un signe d'efficacité. Une politique justifiée, dit-il, par la présence importante électoralement du Rassemblement national. On écoute. Vous avez vu les chiffres du Rassemblement national ici, vous avez vu la difficulté économique, l'habitat insalubre. Ça, c'est une résultante, c'est que les Mahoraises et les Mahorais disent si vous laissez l'immigration clandestine, à ce moment-là, il n'y a plus de règles. À ce moment-là, comment moi je fais pour vivre? Comment moi je fais pour... Donc il faut toujours garder des équilibres. Et donc oui, on doit se battre contre l'immigration clandestine. On doit se battre contre l'immigration clandestine aussi pour faire pièce aux succès électoraux ultramarins du Rassemblement national. Il a raison. Mais d'abord pour ça, selon Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on le voit bien, y compris dans le débat sur l'immigration qu'il a lui-même instillé la semaine dernière à l'Assemblée nationale, en réalité tout ça ne sert pour lui qu'à mettre en scène son duel avec Marine Le Pen. Non, la réalité de la situation de l'immigration, c'est d'abord que les mouvements de population sont vieux comme l'histoire de l'humanité, mais qu'il faut pouvoir organiser un peu tout ça. Alors à Mayotte, c'est vrai, il y a une situation qui est particulière. Vous y êtes allé, pardon, à Mayotte? Non, je n'y suis pas allé, mais je sais qu'il y a une situation qui est toute particulière là-bas, notamment sur les titres de séjour qui sont délivrés. Vous savez qu'ici, en métropole, quand on vous délivre un titre de séjour, vous pouvez circuler sur tout le territoire et y résider. À Mayotte, c'est différent, vous êtes en quelque sorte bloqué sur place. De la même manière, il y a la limitation du droit du sol qui a été votée lors de la loi Asile-Immigration, qui peuvent provoquer parfois des spécificités à la situation C'était une bonne mahoraise. Initiative parlementaire. Non, moi je crois que, si vous voulez, le problème de l'immigration, c'est que Emmanuel Macron, dans le débat politique, le traite toujours avec un angle mort qui, moi, me paraît considérable. C'est que plutôt que de gérer les flux, comme il le dit lui-même, en quelque sorte, c'est-à-dire, en gros, on se félicite de reconduite à la frontière, jamais on ne pense, finalement, les causes profondes des mouvements de population. Pourquoi les gens partent? Non, mais attendez, c'est essentiel, Non, mais je termine rapidement, mais si vous voulez... Vous avez dit tout à l'heure, à juste titre, c'est incontestable, il y a un particularisme à Mayotte. 50% de la population est étrangère, 25% est clandestine. À cette réalité-là, qui est très différente de celle de la France métropolitaine, est-ce que cette politique de reconduite à la frontière n'est pas justifiée? Je crois, Elisabeth Martichouk, qu'une part de la réponse, et c'est l'absence dans le prisme d'Emmanuel Macron, se situe en amont. C'est que les principales, disons, routes migratoires ayant été fermées, c'est finalement, pour beaucoup de gens, en tout cas ils le croient, le recours pour pouvoir ensuite passer en métropole ou en Europe. Sur la situation de l'immigration de manière générale, ce que je veux redire, et c'est tout à fait applicable à la situation mahoraise qui est particulière, je vous l'ai dit, c'est que les mouvements de population ont des causes. Les gens ne quittent pas leur territoire d'origine de gaieté de cœur. Et sur ces causes, eh bien, nous avons souvent des responsabilités, qu'il s'agisse des accords commerciaux inégaux qui ruinent les capacités de développement des pays d'origine. Les gens ont envie de pouvoir vivre et travailler chez eux au départ. Et souvent, ils sont poussés à sortir pour des raisons économiques. Il y a aussi, bien sûr, des conflits. Et enfin, et j'alerte là-dessus, Martichouk, c'est que le GIEC, quand il nous parle de changement climatique, nous dit aussi que le changement climatique va pousser des gens à quitter leur pays. Vous savez, 2 degrés de réchauffement climatique, c'est potentiellement 290 millions de personnes qui, je vous demande d'y réfléchir, ne vont pas choisir de quitter leur territoire, mais ne vont pas avoir d'autres choix. Voilà. Donc il faut agir en amont et ensuite, effectivement, organiser l'accueil. Aujourd'hui, l'accueil, il est trop anarchique, y compris en Europe. Une petite question encore. Vous m'avez dit à l'instant, la limitation du droit du sol qui a été votée dans la loi Gérard Collomb, c'était pas ma tasse de thé, vous n'étiez contre, fondamentalement. Donc la suspension du droit du sol. Marine Le Pen a répété hier que tant qu'il n'y aurait pas de suspension du droit du sol à Mayotte, il n'y aurait aucun résultat pour la population locale. Non, je crois que ça n'est pas la solution. Il faut pouvoir l'organiser, y compris l'organiser avec la métropole, avec l'Union européenne. Le problème donc que nous avons... Non, ça c'est pour vous. Mais c'est exactement de la même manière que le règlement de Dublin en Europe. Regardez, on a un devoir d'humanité dans l'accueil des personnes qui se déplacent. Le problème, par exemple, alors c'est le cas pour Mayotte, mais c'est le cas aussi dans l'Union européenne, c'est que souvent, les pays ou les zones qui, d'un point de vue frontalier,
sont les premières en quelque sorte, doivent porter tout l'effort sur leur dos. Non, ça n'est pas possible, il faut pouvoir organiser. Nous avons un devoir d'humanité à organiser et un effort à se répartir, d'une part, et ensuite, et je vous dis que c'est l'impensé systématiquement concernant les politiques migratoires, se rappeler qu'il y a des causes au fait que les gens aient à se déplacer et que malheureusement en France, et je vous le dis, y compris à l'Assemblée, on ne peut jamais débattre. Mais malheureusement, mais évidemment, malheureusement, je le regrette. Moi, vous voyez, je voudrais qu'on puisse traiter les problèmes rationnellement, et y compris en pensant, c'est cette manière de dire comment on règle les causes des départs. En plus du devoir d'accueil et de comment on organise, comment on règle les causes du départ. Dans le débat à l'Assemblée, c'est l'angle mort permanent. On considère que finalement, les gens partent, on ne sait pas bien pourquoi, ça ne nous intéresse pas. Si nous avons des responsabilités, il faut pouvoir organiser tout ça et rappeler que souvent, migrer est une souffrance et que nous avons un devoir d'humanité à organiser. Adrien Quatennens, la SNCF. L'entreprise a fait marche arrière, elle renonce à poursuivre en justice les cheminots qui ont fait valoir leur droit de retrait le week-end dernier, la SNCF considérant que c'était une grève sauvage. Bon, c'est un geste d'apaisement de l'entreprise. Mais c'est surtout le geste de compréhension de ce qui s'est produit réellement. On a vu encore hier la ministre du Travail très mal citer le Code du travail en disant qu'un droit de retrait, il fallait que le danger soit grave et imminent. Pardon, en réalité, il faut que qui dira, oui, bien sûr, mais le Code du travail, en l'occurrence, moi je le connais un peu, et je peux vous dire que le Code du travail, ce qu'il dit, c'est pas que le danger doit être grave et imminent, c'est que la perception du danger, selon le salarié, fait qu'on peut considérer que la situation est grave et imminente. En tout cas, ce qu'il faut rappeler, c'est que lors de cet accident qui a eu lieu vendredi dernier, il y avait 70 personnes dans ce TER qui a connu dans les Ardennes une collision avec un camion, et il faut saluer, et moi je pense que ce cheminot pourrait être décoré, parce qu'il était seul dans le train. Décoré par Emmanuel Macron. Bien évidemment, bien évidemment. Vous savez, on est parfois tout à fait prompt à décorer lorsqu'il y a eu des actes héroïques qui ont été réalisés. Moi, j'estime qu'un cheminot qui était seul dans son train, avec 70 personnes à bord, 11 blessés, dont lui, et qui a y compris été jusqu'à sécuriser le parcours sur 1,5 km en se déplaçant sur les rails lui-même, je crois que ça mériterait effectivement d'être considéré. Un hommage de la nation. Évidemment, évidemment. Et puis dire une chose, c'est qu'on ne peut pas se contenter de cette situation. Ça veut dire, et d'ailleurs l'inspection du travail l'a dit, Elisabeth Martichoux, c'est que oui, le droit de retrait quelque part est justifié dans la mesure où on voit bien le danger que fait courir aux usagers comme aux agents de la SNCF, le fait qu'on puisse imaginer, vous le saviez vous, que dans un train, il pouvait y avoir parfois qu'une seule personne, le conducteur, comme agent de la SNCF. Une inspectrice du travail l'a dit, deux inspecteurs du travail l'ont dit, la direction de l'inspection du travail, si je puis dire, a contredit le discours des deux inspectrices. Et Muriel Pénicaud hier, si vous me permettez, juste en écoute, sur France Inter, elle a dit ok, pas de sanction, mais retenue sur salaire, oui c'est la loi, écoutez. Quand on est en grève, on n'est pas payé. Et donc, la SNCF a engagé les retenues sur salaire de ceux qui ont été grévistes. Et vous trouvez ça normal? Ah ben, c'est l'application du droit. C'est l'application du droit. C'est l'application du droit concernant le droit de grève. Mais vous comprenez bien que le débat juridique, il a lieu dans le fait de savoir s'il s'agit d'une grève dont le gouvernement considère qu'elle est une grève sauvage, surprise. Elle a raison de dire ça. Elle considère que c'est une grève, donc elle est dans son rôle. Oui, mais moi je considère, comme certains inspecteurs du travail, qu'il s'agit d'un droit de retrait et c'est bien différent. Et le débat est en cours, il n'a pas été terminé. Et d'ailleurs, le débat essentiel, et je crois que comme peut-être usagère de la SNCF, vous pouvez vous prononcer, c'est que est-il acceptable qu'en tant qu'usager, vous montiez dans un train où il n'y a qu'un agent, et on voit bien les risques que cela peut faire encourir, soit aux agents, soit aux usagers. Et vous savez, tout ça, c'est aussi le fruit de toutes ces politiques d'ouverture à la concurrence, etc., qui font qu'on comprime les budgets. Vous savez, faire des économies, ça n'est pas une bonne politique. La direction de la SNCF le 1er novembre, Adrien Quatennens, et son successeur, Jean-Pierre Farandou, va donc arriver à son poste. Qu'est-ce que vous dites à M. Farandou? Ce serait bien, en arrivant, justement, de ne pas crisper l'entreprise par des retenues de salaire? Ce serait un geste auquel vous l'encouragez? Évidemment, j'espère qu'il est là pour autre chose que d'accomplir simplement cette basse besogne de l'ouverture à la concurrence et de ce que ça va générer sur la SNCF et ses agents. Vous savez, dans la période, nous avons besoin de services publics forts. Je crois que le délitement de l'État républicain auquel nous assistons, il est aussi le fait d'une disparition, d'un recul, d'une dégradation des services publics. S'agissant du rail, bien évidemment, on peut parler de la sécurité des usagers, c'est ce qu'on vient de voir avec cette situation et cet accident, mais on peut parler aussi d'écologie, Elisabeth Martichoux. Quand on voit par exemple qu'on a été jusqu'à remplacer des lignes de chemin de fer
par des camions dans une période où on explique qu'il y a une situation de crise climatique, on se dit qu'on marche peut-être, oui, mais on marche sur la tête quand même. Train de Rungis, effectivement, notamment. ou des marchandises qui circulaient sur des rails avec le fret ferroviaire se retrouvent maintenant dans les cargaisons de camions. C'est crispé à la SNCF. Est-ce que cette action syndicale qui a été menée notamment par la CGT est un avertissement pour le gouvernement sur les retraites? Mais évidemment, parce que la colère au sein de la SNCF... Donc c'est aussi un avertissement mais en tout cas, au gouvernement. Ça participe d'un rapport de force, mais d'ailleurs le gouvernement ne s'y est pas trompé. Pourquoi croyez-vous que Édouard Philippe est descendu dans l'arène en première ligne? Évidemment parce qu'il essaye de faire une démonstration, c'est-à-dire qu'on crée une ambiance. Écoutez, comme Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont pas de majorité dans ce pays, en tout cas de consentement majoritaire dans le pays pour appliquer leur politique, ils n'ont plus qu'un choix, en quelque sorte. Ils ont une forte majorité à l'Assemblée. Non, mais alors certes, d'un point de vue institutionnel, c'est incontestable, j'en sais quelque chose pour siéger en l'opposition. Mais en tout cas, on voit bien dans le pays, y compris au vu du nombre de mobilisations sectorielles que nous avons, y compris de la crise importante qui n'est pas terminée, qui est celle des Gilets jaunes, eh bien on voit bien qu'il n'y a pas de consentement majoritaire pour s'attaquer aussi fondamentalement à ce qu'est quelque part la France. Vous savez, notre pays... Le gouvernement est minoritaire. Le gouvernement est, du point de vue idéologique, minoritaire dans le pays, ça j'en suis sûr. Il est majoritaire d'un point de vue institutionnel, mais il n'y a pas de majorité pour cette casse finalement de l'État républicain dans tous ces domaines, régaliens, services publics, voilà. Et donc le 5 décembre, en quelque sorte, peut être un point de jonction et de convergence, parce que jusqu'à présent... Vous le souhaitez? En tout cas, jusqu'à présent, ce que je vois, c'est que sur la table, il y a plein de secteurs qui sont mobilisés, et qui ont souvent d'ailleurs, moi je le vois, puisque je circule de secteur en secteur, qui ont souvent des socles communs très forts, des mots d'ordre communs, sur le fait de dire il nous faut un État fort qui puisse protéger, organiser, et aujourd'hui ça n'est pas le cas. Donc convergence des luttes, comme on dit, pour une grève illimitée, donc une paralysie du pays. En tout cas, vous savez, non, écoutez... Non, mais c'est ça que... Elisabeth Martichoux, non, moi ce que je souhaite, c'est que l'État fonctionne, ce que je souhaite, c'est que les services soient rendus, que les usagers soient en sécurité. Est-ce que vous souhaitez que le pays aussi soit paralysé pour que le gouvernement comprenne le message? Aujourd'hui, je vois une chose, c'est que par toutes les méthodes les plus traditionnelles, voire même institutionnelles, le gouvernement n'entend pas raison. Donc peut-être qu'il y a besoin, peut-être que ce gouvernement ne comprend que le rapport de force. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'un électrochoc social. Vous savez, la grève, elle est comment dire, elle est facile pour personne, ni pour ceux qui la font, qui perdent des jours de salaire, il faut quand même le rappeler, ni pour les usagers. Et donc mais moi, je suis sûr d'une chose, c'est que ce soit les usagers qui subissent la grève ou les grévistes, tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait un coup d'arrêt mis à la politique de ce gouvernement. Sur les retraites, par exemple... Par une action, c'est important de savoir ce que vous visez comme objectif autour du 5 décembre, par une action qui éventuellement... paralyse ou en tout cas neutralise une bonne partie du pays. Déjà, le rôle qui est le mien, moi, vous avez remarqué ce matin, vous n'avez pas invité un responsable syndical. Donc moi, il ne me revient pas d'organiser la mobilisation et la contestation. Moi, je veux l'accompagner parce que j'estime qu'elle est légitime, mais moi, mon rôle, c'est d'incarner un débouché politique avec mes amis de la France Insoumise, de montrer que nos propositions, parce que tout ça n'est pas une fatalité. On pourrait se regarder les chaussures en disant on n'a pas le choix, il n'y a pas d'alternative, mais on sait qu'on peut faire d'autres politiques. Bien évidemment, et si je peux donner quelques conseils, c'est que je vois aujourd'hui que la plupart des luttes sont menées de manière sectorielle. Ça donne un peu l'effet d'un éparpillement, alors qu'en réalité, il y a un socle commun qui est profond entre toutes ces mobilisations, qu'il s'agit des hospitaliers, des services publics, bref. Et puis ensuite, dire une chose aussi, la mobilisation du 5 décembre peut être un bon point de départ, mais c'est encore une journée en semaine. Moi, je suis sensible au fait qu'il y a plein de gens qui ont des difficultés à pouvoir se mobiliser en semaine parce qu'ils perdent une journée de salaire et qui disent nous, on est prêt à se mobiliser, y compris sur notre temps libre, pour dire notre mécontentement le week-end. Pourquoi pas penser, de manière, il faudra y aller graduellement, à mon avis, dans la foulée du 5 décembre, une date qui puisse, pourquoi pas, rassembler plus largement que celles et ceux qui ont l'occasion de faire grève. C'est ce que vous dites, avec une manifestation massive. À propos de mode d'action, Adrien Quatennens, à la question « Est-ce le rôle d'une députée européenne d'encourager à la désobéissance civile ?», Manon Aubry, élue France Insoumise au Parlement européen, a clairement répondu « oui ». Elle avait appelé, vous savez, l'association, le mouvement Extinction Rébellion, à occuper le Parlement européen. Donc je vous pose la question, quand on est élu du peuple, est-ce que c'est le rôle d'un député, effectivement, d'appeler à désobéir civilement, c'est-à-dire en fait désobéir aux lois ? Alors, il faut préciser les choses. On parle de désobéissance civile, ça veut dire désobéissance en quelque sorte civique non violente. Il faut le rappeler quand même. Désobéissance civile, c'est remettre en cause la loi. C'est une définition. Non. C'est un mode d'action non violent qui permet d'engager un rapport de force. Vous savez, notre rôle en tant qu'élu... C'est une arme qui permet de contester la loi. Les mots sont un peu forts.
ce qu'il faut dire, en tant que responsable politique, notre rôle, c'est d'abord effectivement de porter finalement l'alternative dans les institutions, et nous le faisons. Mais ça n'est pas suffisant aujourd'hui. Et vous avez des mouvements dans la société qui sont en train de monter, qui sont des mouvements non violents, et il faut le saluer. Vous avez cité Extinction Rébellion, vous avez quelques jurisprudences d'ailleurs qui peuvent servir. Vous savez que dans le cas des décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron, on n'a pas vu a priori de mairie se plaindre d'avoir été volé du portrait présidentiel qui coûte 8 € et quelques. Mais néanmoins, vous avez la... Merci pour la précision. Non mais si vous voulez, pour qu'il y ait un vol, en quelque sorte, il faut que quelqu'un se soit plaint d'un vol. J'ai pas vu qu'il y ait de mairie qui soit plaint. Adrien Quatennens. Mais vous avez... et voilà, vous utilisez le bon mot. C'est symbolique, vous voyez. Et la désobéissance que nous appelons de nos voeux, elle est d'abord avant tout symbolique. Et la jurisprudence lyonnaise... Attendez juste, je termine de vous répondre, s'il vous plaît. À Lyon, par exemple, il y a un tribunal qui s'est prononcé et qui, concernant les décrocheurs de portraits, a dit, eh bien oui, quand effectivement les revendications apparaissent comme légitimes et que le dialogue entre le peuple et le président est rompu, on peut utiliser, sous couvert de non-violence toujours, d'autres moyens pour se faire entendre. Moi je pense qu'on a toujours marché sur nos deux jambes. Il y a les mobilisations et il y a l'institution. Manon Brie fait les deux aussi au Parlement européen. Mais vous n'auriez pas dit les choses comme elles pour faire dire... Ah mais bien évidemment si, nous appelons à ce qu'il y ait une forme de désobéissance civique. Moi je parle de désobéissance civique sur l'idée que quand on fait les lois comme non violente, on peut les contester à partir du moment où c'est non violent. C'est le rôle de l'opposition. Agnès Buzyn, ça se discute, c'est aussi le rôle de l'opposition. C'est un débat intéressant. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, vous étiez d'ailleurs à l'Assemblée nationale hier, vous avez siégé tard, a annoncé des mesures pour l'hôpital. On l'écoute. L'hôpital public est un trésor national. J'ai déjà fait des annonces sur les urgences. Je travaille par ailleurs sur la pluriannualité, sur l'attractivité des carrières, sur la prochaine campagne tarifaire et sur les investissements hospitaliers. Des annonces seront faites dans ce cadre dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Voilà une bonne nouvelle pour l'hôpital, un sujet que, évidemment, vous surveillez de près, je crois, Adrien Quatennens. Des mesures vont être annoncées dans les jours qui viennent par le gouvernement pour l'hôpital public. Je vous le dis, je n'ai aucune confiance. Et je crois que les hospitaliers non plus. Parce que plusieurs fois qu'on nous dit qu'il va y avoir des annonces, va y avoir des annonces. La réalité, c'est que là, on rentre dans l'examen du budget de la sécurité sociale. Pour moi, c'est un budget d'insécurité sociale qui demande encore 4 milliards de plus d'économies aux hôpitaux. C'est-à-dire que les tableurs Excel, les calculatrices ont remplacé l'humanité qu'il y a lieu de remettre au cœur de l'hôpital. Vous avez un mouvement absolument considérable. Des soignants qui se rendent malades et une situation à l'hôpital et dans la santé qui n'est pas digne d'un grand pays comme la France. Toutes celles et ceux qui m'entendent et qui auront fait l'expérience de l'hôpital... Pourquoi insécurité budgétaire, puisque vous parlez du budget en ce moment? Parce que tout est pris sous le prisme de faire des économies, faire des économies. Alors, faire des économies, ce n'est pas un projet politique en tant que tel. On assume de faire du déficit pour financer les dépenses de santé. S'agissant de la sécurité sociale, par ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est un peu technique, je vais essayer d'être court, mais c'est qu'il y a un point de rupture là qui est atteint. Habituellement, lorsque l'État décide de procéder à des exonérations de cotisations sociales et fiscales, eh bien, il compense par son budget le trou créé dans la sécurité sociale. Supplémentaire, comme par exemple, je vous dis, je préfère les augmentations de salaire que la désocialisation. Je préfère qu'on crée de l'emploi plutôt que les heures sup. Mais mettons ça de côté. En tout cas, généralement, quand l'État procède effectivement à une exonération de cotisation, il a toujours compensé. Il y a une loi de 1994. Là, Emmanuel Macron dit non, il ne compense pas. Ça veut dire qu'en quelque sorte, il fait des cadeaux aux Français, dit-il, mais ce sont des cadeaux que les Français payent eux-mêmes. Alors que pour les très riches détenteurs de capitaux, là, il y a de vrais cadeaux sans contrepartie. Le gouvernement, par un article de loi, s'autorise à ne plus compenser une partie du budget de la dans sécurité une caisse qui ne lui appartient pas, dans une caisse qui appartient aux salariés. Mais le gouvernement vous dit, Adrien Quatennens, on n'ampute pas les moyens pour la santé, simplement on va faire plus de déficit. Non, ça procède véritablement à une rupture avec ce qu'est la sécurité sociale. C'est une question de principe. Non, pas qu'une question de principe. Je vous ai dit, Elisabeth Martichoux, on demande encore 4 milliards d'économies. Franchement, quand vous voyez la situation de l'hôpital public, vous croyez que c'est raisonnable? Il y a 50 000 lits qui ont fermé depuis 10 ans. Et jamais les budgets n'ont été à la hauteur de la hausse de charges de soins. L'État finance sur 17 milliards de mesures gilets jaunes, entre guillemets. L'État en finance 14 et 3 sont imputés au budget de la sécurité sociale. Vous avez vu que, y compris l'État est-ce que c'est efficace? Vous avez vu ce qui se passe. La vérité, c'est que depuis que M. Macron est au pouvoir, on l'a vu, et il y a des rapports qui l'ont montré la semaine dernière, c'est passé un peu sous les radars. Les inégalités ont augmenté dans ce pays, la pauvreté gagne du terrain. Viendra le temps
de remettre les Français en sécurité sociale. Voilà ce que je veux dire. Or, le délitement de l'État républicain auquel participe Emmanuel Macron aggrave la situation. La République en marche, en réalité, je vous le dis, c'est moins de République. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est moins de République. Oui. Le mot de la fin. Merci Adrien Quatennens d'avoir été ce matin Merci à vous de m'avoir invité. sur LCI. À vous Pascal.